Les inscriptions peuvent se faire à notre stand markets.com et il y aura un intervenant de marque puisque l'invité sera Bill Hubbard, un grand économiste chez Bloomberg qui est également chez nous stratège. Et donc vous pouvez vous inscrire dès à présent pour ce séminaire qui aura lieu, comme je vous le dis, le 14 juin. Très bien. Alors on va ensemble voir une formation sur laquelle je me base pour faire mes interventions chez Markets.com sur le money management. Il faut savoir une chose, devenir un trader talentueux, c'est évidemment très difficile, ça demande du temps, mais il y a une chose sur laquelle on n'a aucune excuse, c'est la gestion du risque, qui est sans aucun doute le domaine dans lequel on a le plus de maîtrise possible. Tout simplement parce que la gestion du risque se fait avec des outils qui sont à la portée de tous, qui ne demandent aucun talent, aucun génie, mais uniquement de la rigueur. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Pourquoi les gens ne le font pas? C'est par laxisme. Mais en vérité, la gestion du risque répond à des exigences extrêmement simples qu'il suffit de connaître et d'appliquer. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le titre de cette intervention Money Management, kit de survie. Et on va essayer de voir les principales étapes. Évidemment, on ne peut pas, dans le cadre d'une intervention d'une heure, englober tout le sujet, puisque c'est assez vaste. Mais on va voir les principales étapes fondamentales, basiques, par lesquelles commencer pour comprendre ce sujet du money management. Alors comme tout le monde l'a dit, dans le trading, il y a 3 dimensions auxquelles chacun sera confronté en permanence toute sa vie de trader. Parmi ces 3 dimensions, bien sûr, on va trouver le money management, mais juste pour voir l'ordre de grandeur, la proportion. Les stratégies de trading, bien sûr, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Ça occupe une place capitale. On va passer le clair de son temps à élaborer des plans de trading plus ou moins ingénieux. Et on ne doit pas arrêter à les travailler toute sa vie de trader, à les peaufiner, à les optimiser, voire à les abandonner, à en prendre d'autres. On ne va pas parler de ce sujet aujourd'hui, on en a suffisamment parlé aujourd'hui. À côté de ça, vous avez bien évidemment la gestion des émotions qui va occuper également une place prépondérante. Probablement pour les traders professionnels, cette dimension-là de gestion des émotions va prendre toute sa place, pratiquement la place principale, puisque les stratégies sont en général bien rodées au bout de quelques années de pratique, même si on peut toujours innover, mais la gestion des émotions restera une problématique permanente pour le trader à n'importe quel niveau, même avec un capital considérable, même avec des dizaines d'années d'expérience. On restera extrêmement sollicité au niveau de ses émotions, au niveau de la gestion psychologique du trading. C'est également pas notre sujet c'est le pilier central qui va, dans la phase de démarrage, occuper la place principale, c'est-à-dire la gestion du risque, qui est bien évidemment vitale. Et c'est une véritable bombe à retardement, puisque pour quelqu'un qui n'aurait aucune notion de gestion du risque dans le trading, eh bien c'est la mort assurée, puisque la bombe va sans aucun doute lui éclater entre les mains. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'absence de money management est suicidaire, mais la pratique, l'application des règles de money management, en tout cas dans ses principes basiques, est à la portée de tous. Mais vraiment à la portée de tous, ça ne demande aucun génie, ça ne demande pas d'avoir un cursus universitaire très poussé, ça ne demande pas une culture mathématique très grande, ça demande uniquement quelques connaissances et des applications rigoureuses. Les interférences entre la gestion du risque et les stratégies de trading, c'est évident, puisque les émotions nous brouillent et nous empêchent de mettre à bien le plan de trading qu'on a mis noir sur blanc. Mais il y a également une interférence entre la gestion des émotions et le money management, puisque la tentation de se passer de money management provient en général d'un
d'émotions, hein, telle l'euphorie, telle la cupidité, telle la peur, qui nous empêchent de mener à bien un plan de money management cohérent. Dans la phase de démarrage, lorsqu'un jeune trader se casse la figure, on ne peut même pas parler de défaillance de sa stratégie, ni de défaillance émotionnelle. Il s'agit, dans 99% des cas, d'une défaillance au niveau de la gestion du risque. Donc, ça ne sert à rien de se poser des questions. Est-ce que ma stratégie a été bonne? Pourquoi j'ai perdu? Est-ce que j'ai vu des mauvais points d'entrée sur le marché? Est-ce que j'ai vu n'importe quoi? Est-ce que j'ai rien compris? En général, croyez-moi mon expérience, en général, lorsqu'on recoupe les causes principales de la disparition d'un trader, d'un capital, elles sont dues en général, dans la très grande majorité, à l'absence de culture de money management. Alors, essayons de venir un petit peu sur les questions de base. À quoi ça sert exactement le money management? Quelle est la définition de cette pratique? Voilà pour moi, il y a des multiples définitions, hein, mais voilà pour moi la définition la plus essentielle. Le marché est aléatoire, quelle que soit la performance des stratégies, on n'est jamais à l'abri d'aléas du marché pour de multiples causes dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et on a besoin d'avoir un modèle mathématique cohérent qui tienne la route et qui permette de profiter de cet avantage mathématique pour pallier aux aléas du marché et du trading en général. Et quand on va parler money management, on va s'occuper de deux problèmes. Premièrement, première question qu'on va se poser, quelle est la part du capital, donc le capital que j'ai déposé chez mon broker, quelle est la part de ce capital que je vais risquer pour chaque transaction? Et ça va se décliner en deux sous-ensembles, qui est la place du stop-loss, dont on a parlé tout à l'heure avec les intervenants, et le volume d'exposition. Donc quand on parle de volume et de stop-loss, ça veut dire où placer son stop-loss et quel niveau d'exposition je dois avoir pour chaque transaction. Donc ça, c'est le premier souci du money management. Combien je dois risquer en pourcentage de capital déposé, et donc par conséquent, où dois-je mettre mon niveau d'invalidation au stop-loss et quel volume d'exposition pour chaque transaction. Et deuxièmement, le money management va s'intéresser à la profitabilité de chaque trade. On va toucher ici aux notions de ratio gain-risque. Voilà en résumé les deux pôles d'attraction du trading, du money management, la gestion du risque par transaction et le modèle de ratio gain-risque de mes trades. Ça, c'est les titres. Bien sûr, il va falloir le développer, hein. Un petit peu de patience. Voici donc en résumé le risque, stop volume, la profitabilité, c'est-à-dire le potentiel mesuré à la perte. Alors venons-en au premier point. Comment définir la perte maximum autorisée par trade? J'ai déposé un capital, 5 000, 10 000, 100 000 euros, peu importe. Quelle est la perte maximum que je puisse m'autoriser selon les critères de money management? On va parler bien évidemment en pourcentage. Alors imaginons différents dépôts en haut, 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000. Et on va essayer de définir des profils. Pour moi, la marge de manœuvre n'est pas énorme. Vous avez entendu tout à l'heure des gens qui exposaient 5, 10, 20% de leur capital. C'est complètement exclu, croyez-moi, sur parole. La fourchette dans laquelle on va pouvoir évoluer, ça va être entre le profil conservateur et agressif, entre 0,5 et 3%. Le profil agressif correspond à un trader très expérimenté.
le profil sécuritaire et conservateur va être le profil préconisé dans sa phase de démarrage. Donc on va être sur des expositions entre 0,5 et 1% d'exposition par opération. Ce qui veut dire que par exemple, pour quelqu'un qui aurait mis 10 000 € en dépôt de base, eh bien, il ne va s'autoriser à risquer qu'entre 50 et 100 € par opération. Qu'est-ce qui me permet de dire, moi je vais risquer 0,5, moi je vais risquer 1%, moi je vais risquer 2%, puisqu'on a vu qu'il y a une fourchette. Donc certains vont s'autoriser 2%, d'autres seulement 0,5%. Quels sont les critères objectifs qui permettent de dire, je vais monter en puissance et je vais m'autoriser à exposer mon capital à plus de risques? Il y a 3 critères. On va voir tout à l'heure que c'est des critères, je vous le donne pour la culture générale, mais ce sont des critères qui sont quasiment théoriques pour les débutants. Il devra très vite, de manière pragmatique, s'en remettre à la réalité. On va le voir tout de suite. Imaginons quelqu'un qui a déjà une certaine expérience de trading. Quel est son taux de performance au niveau de ses stratégies? Est-ce que c'est 70% de trades gagnants, 40 ou 50? En fonction de ce paramètre-là, déjà on va avoir une idée de combien on va pouvoir risquer par transaction. Prenons un exemple. Supposons que ça fait 2 ans que je trade et que sur quelques centaines d'opérations, j'ai une performance de 60 ou 70% de trades gagnants dans mon relevé de compte. Est-ce que ce pourcentage me permettrait d'augmenter maintenant le risque? Je vais passer de 2 à 3 ou à 5% d'exposition. En théorie, oui. Pourquoi? Prenons un exemple. J'ai déposé 10 000 € chez mon broker. Ça fait 1 an que je trade. J'ai des ratios gain-risque de 1 contre 1. Ça veut dire que à peu près la taille des pertes est égale à la taille des gains. On va simplifier le modèle pour comprendre. Et j'ai remarqué dans mon relevé de compte sur toute cette année, sur des centaines d'opérations, que j'avais 60% de position gagnante. En théorie, qu'est-ce qui m'interdirait, au lieu de prendre 1% de risque par opération, donc 100 €, voilà, sur un échantillon de 10 opérations, on va dire, qui est représentatif de cette statistique, j'ai 6 trades gagnants, 4 trades perdants, j'ai gagné 200 €. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller monter le profil de risque et de m'exposer à 10% par opération? Ça paraît alléchant puisque l'addition, elle est salée, 2000 € au lieu de 200 €. Alors tout simplement parce que le taux de probabilité de ces stratégies sur un historique donné ne suffit pas. Il faut prendre en considération un autre paramètre qui est essentiel, qui s'appelle le risque de perte consécutive. Le risque de perte consécutive qui est un facteur extrêmement important qui va jouer un rôle considérable. Dans le money management, il faut toujours prendre en considération les scénarios catastrophes. Qu'est-ce qu'un bon money management? C'est celui qui me protège même dans des cas qui sont plus ou moins improbables, voire catastrophiques. Un de ces cas les plus fréquents, c'est lorsqu'on a une séquence de pertes consécutives à l'intérieur d'un système qui est globalement positif. Je gagne 60% des trades, mais est-ce que je suis protégé contre un risque de perte consécutive? Essayons de comprendre ceci à travers ce petit tableau. Regardez l'impact des pertes cumulées. À gauche, vous avez des exemples de pertes cumulées. Ça commence à 5%, ça finit à 50%. Je n'ai pas continué plus loin. À droite, vous avez la performance mathématique nécessaire pour effacer cette perte. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que plus le trou est grand,
plus l'effort qu'il faut faire pour rattraper cette perte est important. En d'autres termes, il est plus difficile de rattraper une perte cumulée que de gagner de l'argent. Il est plus difficile de rattraper 50% de pertes que de faire 50% de gains cumulés. C'est une règle mathématique contre laquelle on ne peut rien. En conséquence, dans tout money management, quand on va prendre son taux d'exposition par trade, on est obligé d'exclure toute possibilité d'être handicapé par une séquence de pertes consécutives, particulièrement dans la phase de démarrage. C'est-à-dire quand on dépose 10 000 € chez son broker, si dans la phase de démarrage, avant qu'on devienne positif, on encaisse une série de pertes consécutives, on a plombé son compte, et ça va être extrêmement difficile de le remonter. J'ai pris un relevé de compte chez un jeune client. J'ai sorti le relevé. Il avait fait 74 trades. Donc c'est un relevé de compte MetaTrader. 74 trades. Il avait grosso modo 60% de positions gagnantes et 30 et 40% de positions perdantes. Mais regardez ce paramètre, qui existe dans toutes les plateformes d'ailleurs, consecutive losses. Il a eu dans cette statistique 6 pertes consécutives. C'est-à-dire sur les 74 trades qu'il a fait, 6 ont été perdantes consécutivement. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait la chose suivante. Reprenons l'exemple. Quelqu'un qui a 60% de trades gagnants, un capital de 10 000 €, un ratio gain-risque de 1 contre 1. Si les pertes sont dispersées, ce qui n'est pas vrai, il y a toujours un risque, mais si elles étaient en théorie dispersées, c'est-à-dire qu'une perte était toujours suivie d'un gain, qui est suivi d'une perte, qui est suivi d'un gain, on pourrait compter sur la probabilité de 60-40 pour que les gains effacent les pertes et qu'on ne se retrouve pas en déséquilibre. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. Dans une fréquence de centaines de trades dans une année, il y aura forcément une séquence consécutive. Si je prends 10% d'exposition par exemple, dans ma période de démarrage, je m'expose à 10% de risque par trade. Si mes stop-loss sont touchés consécutivement sur 5 opérations, je vais perdre donc 1 000 € par opération. Total, moins 5 000 sur un capital de 10 000. Je suis à moins 50%. C'est-à-dire que les chances maintenant de remonter sont extrêmement fines. Car lorsqu'on perd 50% de son capital, il faut maintenant une performance de 100% pour revenir à l'état initial de son capital. C'est un effet d'optique qui est terrible. D'ailleurs, vous pouvez poser la question à une personne, bon, le prenant un petit peu sur le vif. Vous lui dites, vous avez 10 000 €, vous les avez investis en bourse, vous n'avez pas eu de chance, vous avez perdu 50%. Combien vous faut-il maintenant de pourcentage de performance pour revenir à l'état initial de votre capital? S'il ne réfléchit pas trop, il va dire, ben, j'ai perdu 50%, il faut que je refasse 50%. Eh ben, c'est faux. Si vous avez perdu 50% de votre capital, il vous faut maintenant une performance de 100% sur le capital restant pour revenir ne serait-ce qu'à l'état initial de votre capital. Donc pour cette raison-là, il est évident qu'il est impossible de s'exposer au-delà du tolérable. 0,5, 1% d'exposition par trade, même si j'avais 10 pertes consécutives, allez, c'est rattrapable. Mais si je m'expose à 10 ou même à 5%, c'est déjà catastrophique. Ok, donc on a vu que les critères pour savoir à quel taux s'exposer sont très minces. Et donc, avec un profil sécuritaire ou conservateur, au moins dans la phase de démarrage, et même peut-être plus tard,
on a largement le temps de voir venir et de se remettre, de se rattraper. Avec 10 pertes suivies, une exposition entre 0,5 et 1%, allez, moins 5, moins 10, peut-être que je peux me remettre. Moins 50, ça va être très très dur. Troisième problème, l'aversion psychologique au risque. Qu'est-ce qui fait que j'ai un impératif de ne pas trop m'exposer pour chaque opération? Tout simplement parce que tout le monde n'est pas égal devant une perte. Perdre 150 € sur un trade, la réaction qu'on va avoir va être différente en fonction du profil. Certains vont avoir la tête qui tourne, d'autres n'arriveront pas à dormir, d'autres vont être déprimés, alors que d'autres vont rester complètement zen. Donc vous devez bien réfléchir au départ avant de démarrer. Quelle est la somme qui, si je la perdais, ne m'empêcherait absolument pas de dormir et surtout ne me découragerait pas à continuer à trader? Il faut surtout réfléchir en pourcentage et non pas en somme perdue. Imaginons quelqu'un qui, par exemple, pour lui, risquait 100 €. Allez, on va dire que ça ne l'empêche pas de dormir. C'est vrai, mais attention aux effets d'optique. 100 € par rapport, c'est 1% par rapport à 10 000. Mais par rapport à 1000, c'est déjà 10%. Donc on regarde les pourcentages dans le trading, on ne regarde pas les sommes. Je sais qu'il y a certaines plateformes, on va dire grand public, vulgarisées, qui proposent aux traders de risquer une somme et c'est elle-même qui place le stop loss et qui choisit le volume. Elle va dire quelle somme voulez-vous risquer? Bon, ben moi, ça ne me dérange pas de risquer 50 €. Oui, mais combien tu as déposé? Tu as déposé 5000? Tu as déposé 1000? C'est ça qui est intéressant. C'est le rapport entre la somme qui est risquée et le capital déposé. Si on excède 0,5 ou 1%, on est déjà dans l'erreur. Bien. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ces questions sont purement théoriques au départ pour le débutant, parce que le taux de réussite, pour quelqu'un qui démarre ou même qui a un historique de quelques semaines ou quelques mois, c'est pas suffisant. Donc, il est évident qu'on va rester sur un profil pour l'instant tout à fait modeste, 0,5, 1% d'exposition. On va déjà voir ce que ça donne. Quel intérêt j'ai à faire du trading kamikaze tant que j'ai pas fait mes preuves? Voyons voir si mon compte est positif au bout de quelques centaines d'opérations avec une exposition à 0,5 ou 1%. On aura le temps d'augmenter le volume plus tard. Donc on va démarrer avec une exposition qui est modeste au départ, 0,5 ou 1%. Bien. Une fois que j'ai choisi mon profil de risque, quelle est la première règle? Ce que je suis en train de vous dire ici, il y a malheureusement très peu de gens qui le savent au départ. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à partir du moment où je risque une petite somme, voilà, je fais déjà du money management. Or, c'est pas vrai. Mathématiquement, c'est pas vrai. Il faut opérer avec un profil de risque qui est constant. C'est-à-dire que sur chaque opération, si on s'est fixé 1%, c'est 1%, c'est pas 0,5, c'est pas 1,5, c'est pas 3, c'est 1%. Qu'est-ce que ça change? Ça change l'équilibre statistique. Voyons un exemple. Toujours le même profil. 1% de risque fixe avec une stratégie qui tient la route. J'ai la garantie que les gains effacent et dépassent les pertes. Avec des écarts occasionnels, je ne suis pas à l'abri que dans le cas où j'ai pris occasionnellement un petit 3% de risque par opération,
ça ne tombe pas dans la séquence négative. Et donc tous les gains sont effacés. C'est ce que je vous dis, l'équilibre statistique. Donc il faut garder un profil de risque constant pour ne pas en arriver à cette douloureuse expérience d'avoir réussi 6 trades sur 10 avec un ratio correct et pourtant sortir avec un relevé de compte à 0, voire négatif. Voilà donc le premier travail de base, travailler avec un profil de risque constant. Au moins je vais gagner l'équilibre mathématique. Deuxième chose. Alors là, c'est déjà un petit peu plus difficile à comprendre pour les débutants. Si je me suis fixé une somme, ou plutôt un pourcentage fixe, par opération, il est bien évident pour que j'arrive à cette somme fixe, je vais devoir jouer sur la manette des volumes. Je ne peux pas travailler avec un volume fixe. Un volume, c'est par exemple quelqu'un qui va prendre systématiquement 4 mini-contrats sur le CAC, sur toutes les opérations qu'il va faire. Ce n'est pas possible, car si je travaille avec un volume qui est fixe, lorsque mes stops sont touchés, et les stops n'ont pas toujours la même taille, eh bien je ne vais jamais arriver à une même somme qui est perdue. Or c'est très important que la somme, la taille des sommes qui sont perdues soit égale. Et donc je vais devoir faire un ajustement permanent du volume sur chaque opération. Et donc en général, les volumes qui sont utilisés par les traders expérimentés qui respectent le money management, donc tout le monde sait ce que c'est le volume, c'est le nom, c'est l'exposition que j'ai sur le marché, elle ne sera jamais la même par opération. Ce qui sera toujours le même, c'est la somme risquée. Mais le volume n'est jamais le même. Le volume est toujours différent, il doit être ajusté, on va essayer de le comprendre tout de suite. Peu importe maintenant les stratégies qui sont exposées ici, c'est pas le but. Les graphiques que je vous montre sont de pures illustrations. Imaginons que je rentre en breakout ici, c'est-à-dire après une légère consolidation, je rentre sur la cassure et je vais jouer le retournement haussier. Imaginons. Si je mets mon niveau d'invalidation ici, mon stop loss, peu importe si c'est la bonne place ou non, disons qu'on a estimé selon certains paramètres que c'était la bonne place. Donc j'achète le CAC à 3615, je le stoppe à 3490, il s'agit de positions sur un graphique H4 en 4 heures, donc ce sont des variations importantes. Si je veux conclure la même opération sur un nouveau breakout, ici, et que mon stop loss, après mes études, se trouve là. Il y a différents paramètres pour fixer un stop loss, ce n'est pas notre sujet ici, mais supposons que mes critères m'ont imposé de mettre un stop loss ici. Voici deux opérations avec une stratégie semblable qui jouent le breakout, les cassures pour les extensions haussières, mais qui n'ont pas le même niveau de stop loss. Ici l'écart est de 25 points. Bon, le calcul n'est pas bon, excusez-moi.